Depuis une cinquantaine d'années, le blue jean, emblématique de la jeunesse, est devenu le vêtement le plus porté au monde. Fabriqué chaque année à des dizaines de millions d'exemplaires, il envahit les marchés du monde entier, et bien que les qualités et les coupes varient d'un modèle à l'autre, on pourrait croire que rien ne permet de les distinguer. Erreur. Équipés de matériel sophistiqué, les experts du FBI sont capables de détecter leurs plus infimes particularités et de prouver, grâce à cela, la présence d'un terroriste sur une scène d'attentat. C'est cette prouesse technique que je vous invite à découvrir dans notre seconde affaire. La ville de Spokane est le centre économique et culturel de la région du Nord-Ouest Pacifique, qui s'étend sur les États de Washington, de l'Idaho, du Montana et de l'Oregon. La région est réputée pour ses paysages magnifiques, mais aussi pour abriter de nombreux groupuscules d'extrême droite, particulièrement hostiles au gouvernement des États-Unis. À 14h36, dans l'après-midi du 1er avril 1996, l'un de ces groupuscules va justement faire parler de lui à Spokane. L'un des employés d'un quotidien local découvre une bombe juste derrière la porte de service. Alors qu'il s'apprête à prévenir la police, la bombe explose. Les portes et les fenêtres volent en éclats et une épaisse fumée envahit tout le bâtiment. Pendant que les employés du journal évacuent l'immeuble, la police se précipite sur les lieux. Les locaux sont entièrement dévastés, mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. À 14h47, soit exactement 11 minutes après la première explosion, la police reçoit un nouvel appel. Une autre explosion s'est produite dans la succursale de l'US Bank, à seulement quelques pâtés de maison de là. Sur les images de vidéosurveillance, on voit nettement deux hommes entrer dans la banque, mais plusieurs témoins affirment en avoir vu un troisième les attendre à l'extérieur au volant d'une camionnette. Les malfrats avaient le visage masqué sous des cagoules. Lourdement armés, les deux hommes ont ordonné à la guichetière de mettre l'argent dans des sacs. Après avoir pris tout l'argent qu'il y avait dans les caisses, l'un des deux malfaiteurs a posé une bombe artisanale sur le comptoir. Il l'a enclenchée et a demandé à tout le monde d'évacuer les lieux. Selon l'un des témoignages, il me semble bien qu'il a dit quelque chose comme « Sortez tous d'ici, ça va exploser » ou quelque chose dans le genre. La bombe que l'on découvre ici sur les images de vidéosurveillance va effectivement exploser. L'intérieur de la banque est complètement dévasté. Mais encore une fois, aucune victime n'est à déplorer. Si la guichetière était restée là, elle aurait pu être tuée ou être grièvement blessée. Quant aux clients de la banque, eux aussi auraient sans doute été blessés par les éclats de la bombe. Les enquêteurs font très vite le lien entre les deux explosions. Vu la proximité des deux sites touchés, ils sont convaincus que la première bombe n'était qu'un leurre destiné à détourner l'attention des forces de police pendant le braquage de la banque. Ce qui signifie que les criminels ont minutieusement préparé leur coup. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Il était clair que ce n'étaient pas des amateurs. Ils avaient tout préparé. Les braqueurs ont laissé une lettre sur les deux sites. Il existe donc bel et bien un lien entre les deux explosions. Dans leur lettre, les criminels affirment n'en avoir pas terminé et signent leur méfait d'un symbole parfaitement reconnaissable, un P mêlé à une croix. Ce sigle est celui des adeptes de Phinéas, une secte néo-nazie extrêmement bien armée et ultra-violente qui mène une guerre sainte contre le gouvernement des États-Unis. À Spokane, 2 attentats à la bombe ont eu lieu à 10 minutes d'intervalle et ont fait d'énormes dégâts. Tout le monde redoute que ce ne soit qu'un début et un vent de panique souffle sur la ville. En fouillant les décombres, les experts découvrent 2 lettres de revendication. Pour les agents de la sécurité intérieure, les attentats sont signés.
Grâce aux symboles laissés au bas des lettres, ils savent maintenant que les responsables font partie des adeptes de Phinéas. Les préceptes de cette secte sont un mélange de prophéties bibliques et d'ultra-violence. Des idées néo-nazies combinées à une interprétation fondamentaliste des Écritures. Ces membres vouent une haine aveugle au gouvernement et prônent la violence. Ce qu'ils veulent, c'est détruire l'Amérique dans le but de la sauver. Ils ne cherchent pas à réformer le pays. Ils considèrent que l'ensemble du système est pourri de l'intérieur et doit être éradiqué pour repartir sur de nouvelles bases. Les groupes de la mouvance néo-nazie et de la suprématie blanche sont considérés par les autorités américaines comme étant les plus dangereux au sein des organisations extrémistes. Détournant l'esprit du premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui stipule que le Congrès ne pourra faire aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant son libre exercice, ces groupuscules se nourrissent de racisme et d'antisémitisme sous couvert de prosélytisme chrétien. Les mouvements les plus structurés, donc les plus redoutables, sont l'Alliance nationale, Nation aryenne, le Mouvement pour l'identité, l'Église mondiale du Créateur ou encore le Ku Klux Klan de sinistre mémoire. Dans notre affaire, les membres de Phinéas combattent notamment les couples interraciaux, les homosexuels et les interruptions volontaires de grossesse. David Neuwirth connaît bien la secte. Il l'a étudiée pour écrire son livre « In God's Country ». Selon lui, la secte tire son nom d'un passage de l'Ancien Testament où un homme du nom de Philéas tue un couple mixte. L'essence même de leur croyance est que tout homme qui viole les lois divines mérite la mort. La secte a pris la ville de Spokane pour cible, ce qui sème la terreur chez les habitants. Tout le monde, et en particulier la police, s'attend au pire. On n'avait jamais connu de pareilles menaces à Spokane. Surtout que ça impliquait tous les habitants de la ville. Habituellement, on a affaire à des crimes isolés, voire des tueurs en série dans le pire des cas. Mais là, toute la ville était menacée, tout le monde avait peur. Si la police connaît le nom de la secte, elle ne connaît pas celui des auteurs des 2 attentats à la bombe. Des experts du FBI décident de visionner une nouvelle fois les bandes de vidéosurveillance de la banque. La caméra n'enregistre les images que toutes les secondes. Mais en les agrandissant, ils parviennent à obtenir des clichés incroyablement nets. C'était quasiment les images les plus nettes que j'ai eues à disposition au labo. C'était du 35 mm noir et blanc de très bonne qualité. Et le suspect se tenait si proche de la caméra qu'on ne voyait quasiment que lui. Vorder Brugge, un expert en analyse photographique du FBI, tente de déterminer la taille du terroriste. Pour cela, il va utiliser un procédé qui permet de prendre en compte les dalles du sol, la position des caméras, mais aussi la taille des guichets, afin de déterminer la dimension de tout ce qui apparaît à l'image. Après analyse, les experts estiment à environ 1,66 m la taille du terroriste. L'information est aussitôt transmise à la police de Spokane. Mais le 12 juillet, à peine 3 mois après le premier attentat, une nouvelle bombe explose. Cette fois, la cible est un centre de planning familial. Plusieurs témoins ont vu 2 hommes avec des capes de pluie jeter une bombe artisanale dans l'entrée de la clinique avant de s'enfuir en voiture. Cette fois, la charge était remplie de chevrotine, pour qu'il y ait plus d'éclat qui soient projetés, vraisemblablement dans le but de causer davantage de dégâts, et sans doute de faire plus de victimes. Cette bombe a été conçue pour tuer. Par chance, aucune victime n'est à déplorer.
Personne n'a été blessé. Incroyable. Par chance, il n'y avait personne à ce moment-là, sinon ça aurait été un carnage. Il y aurait forcément eu des victimes. Pour vous donner une idée, l'explosion a carrément creusé un trou de 10 cm dans le béton. À peine 15 minutes plus tard, la banque qui avait été braquée 3 mois plus tôt est à nouveau prise pour cible. L'opération a été menée exactement comme la précédente. Après l'attentat à la clinique, une camionnette s'est garée devant la banque de Sprague Avenue et 2 hommes ont pénétré à l'intérieur. Ils étaient tous les 2 armés et l'un d'eux avait une bouteille de propane. C'est le gaz liquide qu'on utilise en général pour faire des barbecues. Comme lors du premier braquage, les malfaiteurs vident les caisses de la banque, mais cette fois, ils repartent avec 35 000 $. Ils laissent le bidon de propane à l'intérieur de la banque avant de prendre la fuite dans une camionnette blanche. Le détonateur de la bombe est relié à un taser. Heureusement, elle n'explose pas. Dans la clinique, la police retrouve une pochette d'allumettes avec le symbole des adeptes de Phinéas et une inscription indiquant 2 passages de la Bible. L'un d'entre eux, le psaume 139, contient le verset « Ô Dieu, ne feras-tu pas mourir le méchant ?» Quelques jours plus tard, la clinique reçoit une lettre des terroristes. À l'intérieur, ces quelques mots. « Désolé de vous avoir raté le 12 juillet, on se rattrapera la prochaine fois. » Après avoir été la cible de 2 attentats à la bombe, l'US Bank de Spokane décide d'offrir une récompense de 130 000 $ à quiconque fournira des informations sur les membres des adeptes de Phinéas, la secte qui a revendiqué les 2 braquages. Pendant ce temps, les experts analysent les restes de la bombe artisanale qui a explosé au centre du planning familial. Attentat à la bombe, hold-up en série, terrorise la population de la ville de Spokane. Afin de recueillir le maximum d'indices, les experts scientifiques passent au peigne fin les décombres de la clinique du planning familial ravagée par l'explosion. Leur intervention combine plusieurs logiques. La recherche d'empreintes digitales et de traces biologiques sur des fragments du dispositif et la recherche des composants de l'engin, car ils peuvent permettre de remonter la piste de l'approvisionnement. Les explosifs peuvent être d'origine industrielle, militaire ou aussi artisanale. Ces derniers sont de puissance variable en fonction des substances utilisées. On peut par exemple retrouver dans leur composition des traces de charbon, de soufre, d'engrais ou de désherbants. La bombe avait fait d'énormes dégâts à l'intérieur de la clinique. Le directeur du planning familial a carrément fait le déplacement de New York. Il nous a dit que c'était le plus terrible des attentats de ce type qu'il ait jamais vu. La bombe était recouverte de chevrotine. Un procédé qui l'a rendue beaucoup plus efficace, mais aussi plus facilement identifiable. La chevrotine est souvent fabriquée à partir de batteries de voitures recyclées. Les nombreuses impuretés qu'elle contient peuvent facilement être identifiées. Kathleen Lundy, experte au FBI, récupère les restes de chevrotine éparpillés dans la clinique et les dissout dans une solution chimique neutre. La solution ainsi obtenue est vaporisée à très haute température. Le taux de vaporisation est ensuite analysé par un ordinateur qui va donner la composition chimique de la chevrotine. De toute ma carrière, je n'avais quasiment jamais vu de la chevrotine aussi concentrée en impuretés. Mais surtout, sa composition chimique était très différente de toutes celles que j'avais eues à analyser dans le passé. Les enquêteurs espèrent que la chevrotine en question va pouvoir les mettre sur la piste des terroristes. Mais c'est la récompense promise par la banque qui va dans un premier temps faire avancer l'enquête. Un homme que les adeptes de Phinéas avaient tenté d'embrigader dans leur secte a contacté les autorités dans l'espoir de toucher la récompense. Il connaissait l'identité de plusieurs d'entre eux. L'informateur leur donne 3 noms: Vern J. Marrell, Robert Berry et Charles Barbie.
Ils habitent tous à Sandpoint, dans l'Idaho. Mais ce n'est pas tout. Selon lui, les 3 hommes préparent un nouveau coup. Ils ont prévu un nouveau braquage le 8 octobre. Leur cible, une agence de l'US Bank à Portland, dans l'Oregon. Le FBI se renseigne immédiatement sur les 3 suspects et les met sous surveillance. Il découvre que Merrill, 51 ans, a par le passé occupé un poste d'ingénieur dans le nucléaire et qu'il a quitté son travail pour aller s'installer dans l'Idaho. Désormais, il se dévoue uniquement à sa nouvelle cause avec les adeptes de Phineas. Berry, 42 ans, possède quant à lui un garage. Il consacre tout son temps et son argent à combattre le gouvernement. Barbie, 44 ans, a quitté son emploi dans une compagnie de téléphone depuis plusieurs années. Les enquêteurs pensent qu'il pourrait s'agir de lui sur cette image de vidéosurveillance. Son casier judiciaire indique qu'il mesure 1,67 m, ce qui correspond plus ou moins à la taille estimée par l'expert du FBI. Le 8 octobre, les 3 hommes chargent leur véhicule d'armes automatiques et de lance-grenades et prennent la direction de Portland. Avant que les malfrats n'aient le temps d'arriver à destination, le FBI prévient l'agence de l'US Bank de verrouiller tous les accès. Qu'est-ce qui se passe? Des agents du FBI surveillent de près les 3 hommes qui se sont garés devant la banque. Ils voyaient des clients arriver devant la banque et essayer d'ouvrir la porte, mais personne ne parvenait à entrer. Du coup, la banque a reçu un appel pour savoir s'ils étaient ouverts. Ils ont répondu que non. On pense que c'était des terroristes qui appelaient depuis leur véhicule. S'apercevant qu'ils ont été piégés, les terroristes prennent la fuite à bord d'une fourgonnette. Aussitôt, hélicoptères, véhicules du FBI les prennent en chasse. Les malfrats sont redoutables et puissamment armés. Alors afin d'éviter qu'une fusillade éclate en pleine rue ou qu'une prise d'otage ne mette en péril la vie d'innocents, les policiers attendent patiemment le moment opportun. Et ils se présentent lorsque le trio s'arrête dans une station-service. Dès lors, des dizaines d'agents convergent vers leur cible. Impuissants, les terroristes se rendent sans qu'aucun coup de feu ne soit échangé. Ils étaient prêts à tout. Si on avait eu le malheur de tenter de les appréhender sur l'autoroute, ils auraient riposté à coup sûr. Et il y aurait eu des victimes, j'en suis persuadée. Le FBI perquisitionne chez les 3 suspects. Au domicile de Vern Merrill, ils trouvent une imprimante couleur à jet d'encre de marque Hewlett-Packard, dont les caractéristiques correspondent à la lettre envoyée au planning familial. Dans le garage de Robert Berry, ils trouvent de la chevrotine qui semble correspondre à celle de la bombe utilisée dans l'attentat contre le planning familial. Et au domicile de Charles Barbie, le 3e suspect, les enquêteurs mettent la main sur une pièce à conviction plutôt inhabituelle. Mais pour les experts du FBI, cet indice va faire toute la différence. Un jean usé. Après l'arrestation des 3 suspects dans les attentats et braquages de Spokane, les enquêteurs cherchent des preuves les reliant au crime. La chevrotine récupérée dans le garage de Robert Berry est soumise aux mêmes analyses que celle qui a été retrouvée après l'attentat contre le planning familial. Sur le plan chimique, on avait exactement le même type de chevrotine, que ce soit à la clinique ou au garage. Elles avaient la même composition chimique. Mais le procureur a besoin de plus de preuves. Les enquêteurs décident alors de réexaminer les images de vidéosurveillance de la banque pour tenter d'identifier l'un des suspects. Est-il possible que le suspect qui apparaît très nettement sur ces 2 images soit effectivement Charles Barbie? L'homme est dissimulé des pieds à la tête. En revanche, on peut nettement voir son jean. La plupart des jeans sont fabriqués avec du coton blanc qu'on teint ensuite en bleu.
Le motif créé par le délavement de cette couleur au niveau des coutures peut être très caractéristique. Avec l'usure, le jean reste bleu dans le creux des coutures, tandis qu'il s'éclaircit sur le haut. Dès lors, la forme du jean et la façon dont il est porté par son propriétaire font apparaître un motif presque aussi caractéristique qu'un code-barre le long de ses coutures. Richard Vorderbrugge, expert au FBI, demande à un agent de la même taille que Barbie d'enfiler le jean retrouvé chez lui. Il le photographie à la même distance et dans la même posture que l'image récupérée sur les bandes de vidéosurveillance de la banque. Ça m'a permis d'avoir un cliché du jean qui s'approchait le plus possible de celui des images de vidéosurveillance. Ça m'a aussi permis de reproduire le drapé du jean, presque à l'identique. Grâce au procédé d'analyse point par point, les photos sont découpées en plusieurs sections qui sont ensuite examinées une à une. L'expert du FBI compare ensuite les clichés du jean sur les images de vidéosurveillance avec ceux qu'il a pris. Les analyses révèlent plus de 30 points identiques entre les deux jeans. Près de la 5e zone, on voit clairement que la couture se rabat à un endroit précis. Une caractéristique visible sur les deux clichés. Au niveau de la zone 7, on voit les crêtes s'étendre au-dessus de la ligne d'ourlet. Mais dès que la couture rejoint la ligne d'ourlet, le jean perd sa couleur bleue pour redevenir blanc. Une caractéristique qui apparaît une nouvelle fois sur les deux clichés. Pour finir, sur la zone numéro 2, on remarque l'usure du jean sur la gauche, au-dessus de la ligne d'ourlet. Et sur l'ourlet, on aperçoit une sorte de H, avec une barre plus large sur la droite. Or, on retrouve ce même H sur le cliché du jean retrouvé chez Barbie. Dans cette affaire, j'ai finalement été en mesure d'identifier le jean de façon formelle, ce qui m'a permis d'affirmer que c'était bien celui porté par le suspect. On ne savait pas qui c'était puisqu'il avait une cagoule, donc c'était une preuve capitale. Barbie n'aurait sans doute jamais pensé que son jean permettrait à la police de l'identifier. En mars 1997, le procès du trio de terroristes s'ouvre avec plus de 500 pièces à conviction. Malheureusement, le jury ne parvient pas à un verdict unanime et le juge doit prononcer un non-lieu. On apprendra par la suite que l'un des jurés était un sympathisant des adeptes de Phinéas et de leurs actions contre le gouvernement. Mais lors du deuxième procès qui se tient 3 mois plus tard, le jury déclare cette fois les accusés coupables et condamne Vern Merrill, Charles Barbie et Robert Berry à la réclusion criminelle à perpétuité. Les accusés prétendent que le procès est entaché de pression politique. Mais pour prouver leur culpabilité, les enquêteurs ont présenté au jury un jean qui correspond en tout point à celui de l'un des 3 poseurs de bombes. Le labo du FBI a fait un travail remarquable. Ils ont réussi à identifier formellement le jean porté par l'un des braqueurs de banque. C'est d'ailleurs la seule fois qu'on a pu résoudre une affaire de cette façon. Si ça a déjà été fait ailleurs, je n'en ai jamais entendu parler. Un travail exceptionnel. C'était plus des braqueurs qu'autre chose, c'était l'argent qu'ils voulaient. De simples criminels, quoi. Bien sûr, ils ne croyaient pas en notre gouvernement. Bien sûr, ils étaient contre l'avortement, contre les banques. Mais au final, ce n'étaient que de vulgaires criminels dont le mobile était l'argent. Durant le procès, en plus des 500 pièces à conviction présentées au jury, 90 témoins se sont succédés à la barre. Cependant, les preuves matérielles récoltées au domicile des inculpés ont été décisives. La photocopieuse couleur ayant servi à réaliser la lettre de revendication de certains attentats retrouvés chez Vern Merrill.
la chevrotine issue du garage de Robert Berry, semblable à celle prélevée au milieu des gravats. Et enfin, le blue jean que Charles Barbie portait lors des attaques de banque et que les experts du FBI étaient parvenus à identifier. Comme nous l'avons vu dans un premier temps, un non-lieu a été rendu, le jury ne parvenant pas à s'accorder sur le verdict. Mais cette série d'attentats et de braquages ne pouvant rester impunis sans provoquer un tollé dans l'opinion publique, un second procès s'est tenu 3 mois plus tard, à l'issue duquel les 3 hommes ont été condamnés à purger une peine de prison à vie.